Les états financiers sont composés de 3 documents. Premier document, le bilan, qui est le patrimoine de l'entreprise. Il va reprendre d'un côté, souvent à gauche, l'actif, tout ce que l'entreprise détient, et à droite, le passif, tout ce qu'elle doit. Ensuite, vous avez le compte de résultat, qui représente la performance sur une année de l'entreprise, où vous avez d'un côté les produits, tout ce qu'elle a gagné, et les charges, tout ce que ça lui a coûté. Et puis enfin, vous avez les annexes, qui sont des compléments d'information. Souvent, c'est voilà, des paragraphes, des explications, etc., qui viennent compléter ce qui est déjà indiqué dans le bilan et dans le compte de résultat. Ça, ce sont vraiment les 3 documents. Quand on parle d'état financier, on parle vraiment de ces 3 documents-là. Et c'est vraiment ce qu'on audite en cabinet. Certains d'entre vous, je le sais, ont en tête le tableau de flux de trésorerie. Mais je vais vous le dire, le TFT, c'est pas quelque chose que vous allez voir très souvent en cabinet, à moins que vous bossiez sur des comptes consolidés. Parce qu'en fait, le TFT n'est pas obligatoire pour les comptes sociaux. Les comptes sociaux, c'est les comptes normaux, les comptes individuels. Mais le TFT n'est obligatoire que pour les comptes consolidés. Vous le savez, sur cette chaîne, mon ambition, c'est de vous donner toutes les clés pour réussir un audit financier. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Dylan, j'ai passé 4 ans du coup dans un Big Four à Paris, et mon ambition, c'est vraiment ça, c'est de vous aider à, à être les plus forts possibles en cabinet. Donc tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça va être avec un prisme d'auditeur et pas de comptable. Alors, on va rentrer tout de suite avec un vrai exemple. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tous les comptes, tous les états financiers sont accessibles gratuitement et pour tout le monde avec Papers. Donc vous tapez papers.fr et vous tombez sur cette page. Là, on va voir les comptes d'Apple France. On va prendre donc celui-là. Vous voyez qu'on retrouve pas mal d'informations, les informations juridiques, etc., l'activité, les informations sur les dirigeants. Mais surtout, vous avez ici les comptes annuels. Et quand vous ouvrez, vous retrouvez ici toutes les informations nécessaires. Le bilan qui est là, le compte de résultat, ensuite les annexes. Et enfin, le rapport du commissaire aux comptes, donc de l'auditeur. Dans le jargon, on appelle ça le RCA, rapport sur les comptes annuels. Mais là, on voit qu'en l'occurrence, Apple France, en 2024, était audité par EY. Je précise d'ailleurs que quand on dit que auditer, c'est finalement de vérifier les comptes, faut bien comprendre que ce document-là, ces états financiers-là, ne peuvent pas être publiés tant que le commissaire aux comptes n'a pas apposé sa signature. C'est pour ça que pour toutes les entreprises qui ont l'obligation d'être auditées, vous n'allez jamais voir sur papers.fr des états financiers sans le rapport du commissaire aux comptes qui indique que tout est OK. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de pression en cabinet, c'est parce que justement, euh, il y a des enjeux qui sont colossaux en fait avec ces états financiers, parce que forcément, il y a des actionnaires derrière qui vont prendre des décisions d'investissement, d'achat, de revente, etc. en fonction de ces documents-là, des chiffres qui apparaissent ici. Et c'est hors de question pour une entreprise, par exemple aussi grosse qu'Apple France, de repousser leur date de publication des états financiers parce que, je ne sais pas, un senior a eu du retard sur la validation du cash, par exemple. Bon, maintenant qu'on a un peu un aperçu global des états financiers, on va commencer à rentrer dans le détail. Euh, Tout à l'heure, j'ai parlé d'un principe qui est important à comprendre, c'est le principe de continuité qui veut dire que là où dans le bilan, vous voyez que les postes, par exemple les immobilisations, sont reportés d'une année à l'autre, ça veut dire que si vous finissez euh, l'année N-1, en l'occurrence on voit que ici Apple clôture au 30 septembre, si vous finissez l'année N-1 avec un montant X en immobilisation,
vous allez commencer la nouvelle année avec le même montant d'immobilisation. Et après, vous allez pouvoir augmenter en achetant ou vendre, mais il y a une continuité entre le compte de clôture et le compte d'ouverture. Je crois qu'on appelle ça aussi le principe d'intangibilité du bilan. Et ça, c'est très très différent du compte de résultat, puisque le compte de résultat, lui, il s'intéresse que à la performance sur une année qui est dégagée par une activité. Autre chose qu'on peut remarquer quand on décortique un peu les états financiers, le bilan en premier, c'est que il y a en fait une logique qui se cache derrière la façon dont les postes, ce que j'appelle les postes, c'est concrètement frais d'établissement. En gros, c'est un regroupement de comptes. Si j'appelle pas ça des comptes, c'est parce que par exemple, si on voit dans le poste créances rattachées, on va prendre plutôt le poste des créances normales, donc créances clients et comptes rattachés. Dedans, vous allez avoir plusieurs comptes comptables. Donc en fait, un poste des états financiers, c'est simplement un attroupement de comptes comptables. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les postes, il y a une logique que vous allez peut-être... je vais essayer de vous la faire deviner. On voit que les disponibilités, c'est tout en bas. Mais que tout en haut, on a les immobilisations. Frais d'établissement. Pourquoi? On voit que tout en bas, on a des marchandises. Mais que tout en haut, on a par exemple des participations. Pourquoi? On voit que les créances rattachées à des participations, donc des créances rattachées à à des filiales en fait dans lesquelles on a investi, sont en haut, et que en bas, on a des créances clients normales. Et tiens, c'est un peu la même logique au passif. On voit que tout en haut, on a des éléments comme le capital, les réserves, etc., mais que tout en bas, on a des éléments comme les emprunts, les dettes fournisseurs et compagnie. Peut-être que certains d'entre vous ont compris que dans le bilan, plus vous allez en haut et plus vous tombez sur des éléments long terme. Plus vous allez en bas et plus vous tombez sur des éléments qui entrent et qui ressortent. C'est pour ça d'ailleurs que dans le jargon, ce qu'on appelle des opérations de haut de bilan, souvent ça va être tout ce qui est acquisition-cession, bah c'est ça en fait, c'est des opérations qui vont toucher des éléments long terme, donc en l'occurrence le capital d'une entreprise. Donc, ça c'est la première remarque, et c'est ça qui fait que par exemple à l'actif, on a bien sûr d'abord l'actif immobilisé parce que c'est le plus important, et puis ensuite vous avez tout ce qui est circulant. Immobilisé, c'est plus de 1 an. Plus de 12 mois, c'est précis en comptabilité. Vous ne devez pas avoir des choses en immobilisé qui soient à moins de 12 mois. Et puis en actif circulant, vous avez tout ce qui est inférieur, donc tout ce qui va rester en théorie moins de 1 an dans l'entité. Dernière remarque qu'on retrouve dans les colonnes du bilan, c'est que en plus du N-1 et du N, vous avez des colonnes spécifiques pour le brut et ce qu'on appelle les pertes de valeur, amortissement, dépréciation, sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Alors, on va commencer je vais en fait vous redescendre chacun des postes un à un et vous expliquer concrètement ce que c'est. Comme ça, quand vous allez le voir en cabinet, vous allez pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Le capital, pour ne pas vous embrouiller, je vais en reparler dans le passif parce que c'est un vrai poste de passif. C'est juste qu'il y a des subtilités qui font que le capital souscrit non appelé va apparaître ici à l'actif. Alors déjà, on a les immobilisations incorporelles qu'on ne peut pas toucher. Les premiers, ce sont les frais d'établissement. Donc, c'est toutes les charges que vous devez payer pour lancer l'activité. Ça va être par exemple, quand une entreprise se crée, elle doit s'immatriculer. C'est un peu comme créer une carte d'identité, elle doit s'immatriculer au RCS. Vous avez aussi les frais pour déposer les statuts de la société, les frais juridiques, etc. Ça apparaît en immobilisation. Euh, Peut-être que certains d'entre vous se disent pourquoi c'est pas en charge, pourquoi est-ce que c'est pas une dépense classique, pourquoi une immobilisation? Tout simplement parce que il y a plus ou moins trois critères qui distinguent les immobilisations que vous retrouvez en fait à l'actif et les charges
qui sont ici, par exemple, le compte de résultat dans les charges, vous avez les autres achats et charges externes. Pourquoi est-ce que, par exemple, les frais d'établissement ne sont pas des autres achats et charges externes, mais sont plutôt en immobilisation? Souvent, les trois critères qu'on retient, c'est premièrement que la dépense doit dépasser 500 euros hors taxe. Deuxièmement, que cette dépense doit être liée à quelque chose de long terme, donc de plus de 12 mois. Et troisièmement, que ça permet soit d'économiser de l'argent, soit de gagner de l'argent. Ça, c'est les trois critères qui distinguent des immobilisations et, euh, et des charges. En l'occurrence, si les frais d'établissement sont passés en immobilisation et pas en charge, c'est parce que souvent ça dépasse 500 euros, etc., et que ça remplit en fait les trois critères. Le vrai intérêt d'immobiliser quelque chose et de ne pas le reconnaître en charge, c'est parce que si par exemple en N, vous êtes Apple, les frais d'établissement, on peut dire que c'est par exemple 500 000 euros. Si les 500 000 euros étaient des charges, ces charges allaient impacter, ces charges-là allaient impacter, allaient diminuer sur une seule année de 500 000 euros le résultat. Alors qu'en fait, ces dépenses que vous avez effectuées vont servir à l'entreprise pendant peut-être 5 ans parce que c'est des dépenses de constitution qui ne concernent pas que l'année N. C'est des dépenses qui, logiquement, économiquement, doivent être étalées. Et c'est pour ça que le fait de passer ces 500 000 euros en immobilisation, vu que les immobilisations ne sont pas des charges, elles vont pas venir baisser le résultat de l'entreprise. Parce que le résultat d'une entreprise, ce sont tout ce qu'elle a gagné, ses produits moins ses charges. Et ici, les immobilisations ne diminuent pas, en fait, ne sont pas des charges, donc ne diminuent pas du tout le résultat comptable de l'entreprise. Par contre, ce qui diminue le résultat comptable de l'entreprise, c'est les amortissements que vous allez comptabiliser chaque année. C'est pour ça qu'ici, on a la colonne amortissement-dépréciation, donc c'est la perte de valeur. Donc, si par exemple on estime que les frais d'établissement sont à étaler sur 5 ans, ça veut dire que chaque année, vous allez comptabiliser 100 000 euros d'amortissement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et à la fin de ces 5 années, là, vous aurez étalé sur 5 ans. Là, vous aurez étalé sur 5 ans les frais d'amortissement. Et du coup, ce ne sera pas 500 000 euros qui seront impactés dans le résultat sur une seule année, mais ce sera uniquement 100 000 euros sur 5 ans. Donc ensuite, vous avez les frais de R&D quand vous cherchez à innover. Vous avez ensuite les concessions, les brevets, les licences, les procédés. Et on tombe sur une autre notion un peu particulière de la comptabilité qui est le fonds commercial. Alors ça, c'est encore une autre histoire. On va prendre un exemple avec par exemple une épicerie. Le fonds de commerce, c'est une notion plus économique, c'est pas vraiment une notion comptable, mais le fonds de commerce, en gros, c'est euh, toutes les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'entreprise a besoin pour exercer. Donc dans le fonds de commerce, vous avez des choses qui sont parfaitement identifiables. Par exemple, pour voilà, une épicerie, ce qui est identifiable, ça va être, je sais pas, le stock, enfin les stocks, les créances clients, les IMO comme par exemple les machines, les distributeurs qui sont installés directement dans l'épicerie. Ça, c'est parfaitement identifiable. Sauf que vous avez des choses qui ne sont pas identifiables, plutôt pas évaluables individuellement. Par exemple, si vous êtes Apple, euh, dans votre fonds de commerce, dans votre business, si demain un concurrent décide de racheter Apple, ils vont payer par exemple une certaine somme, mais dans la somme qu'ils vont payer pour racheter le fonds de commerce d'Apple, bien sûr, il n'y a pas que des éléments facilement identifiables, il y a des éléments beaucoup plus théoriques, beaucoup plus conceptuels qui sont difficiles à évaluer. On va prendre un exemple, c'est l'image de marque d'Apple. La fidélité des clients d'Apple. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer ça? On peut pas. On peut pas,
on ne peut pas vraiment identifier individuellement ce que vaut une image de marque, ce que vaut la fidélité des clients, etc. Ce que vaut le branding d'Apple. On ne peut pas l'évaluer. La seule chose qu'on peut faire, c'est de se dire que si, par exemple, Apple se fait racheter pour 1 trillion et que dans ces 1 trillion, on réussit à identifier 700 milliards, ça veut dire qu'on a payé 300 milliards pour quelque chose qui n'était pas dans les éléments identifiables. On a payé une prime de 300 milliards parce qu'on sait très bien que Apple a une image, Apple a une fidélité de client qui vaut quelque chose, mais qu'on ne réussit pas à identifier précisément. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les 1 trillion, finalement, c'est le fonds de commerce, c'est tout ce que Apple détient, etc. Les 700 milliards, bah, c'est le prix payé, et c'est par déduction uniquement qu'on retombe sur cette notion de fonds commercial, qui est la partie non identifiable individuellement euh, du, euh, du fonds de commerce. Moi, personnellement, pour toutes les notions un peu comptables pour lesquelles j'ai besoin de précision, moi, je vous conseille vraiment d'aller regarder sur Compta Online. C'est très fiable et très bien expliqué. Et là, on vous explique que le fonds commercial, c'est une notion qui est comptable, contrairement au fonds de commerce qui est beaucoup plus une notion économique. Ils disent que c'est constitué des éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent pas être évalués séparément. Et un peu plus bas, ils sont encore plus précis, en vous précisant que justement le fonds commercial est un élément qui s'obtient par défaut, autrement dit avec le calcul que je vous ai présenté ici, euh, et qu'il n'existe que en cas d'acquisition d'un fonds de commerce et représente les éléments qui n'ont pas pu être affectés à d'autres comptes, tels que les stocks ou les immobilisations par exemple. C'est vraiment pour souligner le fait que cette notion de fonds commercial, elle est très particulière, que vous n'allez pas souvent avoir des entreprises qui ont un fonds commercial dans le bilan, puisque finalement ça n'entre en jeu que lors des acquisitions. Donc ensuite, vous avez les autres immobilisations incorporelles et vous avez les avances et les acomptes sur les immobilisations. Au niveau des immobilisations corporelles, on retrouve les terrains, les constructions, installations, techniques, matériel et outillage. Dans le jargon, on appelle ça bien sûr ITMOI. Et en fait, concrètement, les ITMOI, ce sont tout ce qui est machines, etc., que vous allez retrouver dans les entrepôts, dans les usines. Euh, Par exemple, chez Apple, si, enfin, il y a des machines, des robots qui sont utilisés pour fabriquer les iPhones, bah, ça va être dans les ITMOI. Donc voilà, pour ceux qui se demandent bah, pourquoi est-ce que chez Apple on retrouve rien en fait dans les ITMOI, c'est parce qu'en creusant un peu, on se rend compte qu'en fait, dans leur compte de résultats, leur chiffre d'affaires, c'est que des services. Et j'ai pas le contexte, mais j'ose imaginer que en fait, la filiale qu'on voit ici, c'est la filiale vraiment Apple France, que c'est pas ici que le vrai business est comptabilisé, que tout ce qui est par exemple vente d'iPhone, etc., et d'iPad n'est pas comptabilisé ici. La preuve, dans les ventes de biens, on a zéro, mais que c'est beaucoup plus une filiale qui n'est pas opérationnelle, mais qui est beaucoup plus une filiale qui est là pour peut-être refacturer des choses euh, aux sociétés du groupe, par exemple à Apple Monde ou Apple US. Et ce qui me fait penser ça, c'est le fait que vous voyez, si Apple vendait à des particuliers, etc., on ferait des créances ici normales, créances clients, mais là on voit que c'est plutôt des autres créances. Et, et pour avoir beaucoup audité des entités comme ça, je sais que dans les autres créances, souvent en plus au vu du montant, qui est le principal poste de l'actif, on a 277 millions d'actifs, et sur ces 277, on a la grosse partie, 215 arrondi, qui sont des autres créances. Donc en fait, je comprends que dans les autres créances, on a vraiment des créances suite à des prestations qu'ils ont vendues à des entités du groupe. Alors après les ITMOI, on a encore une fois les autres immobilisations corporelles. Ensuite, on a les immobilisations corporelles en cours. La différence entre des immobilisations normales et des immobilisations en cours, c'est que les immobilisations en cours ne sont pas encore prêtes à être utilisées. L'exemple typique, c'est par exemple, vous fabriquez une voiture, au 31 décembre, la voiture n'a pas encore fini d'être assemblée, mais vous avez déjà engagé peut-être 80% du coût de la voiture. Du coup, vous allez comptabiliser cette voiture non pas
en immobilisation corporelle, mais uniquement en immobilisation corporelle en cours. Donc c'est vraiment le fait que ce n'est pas encore en service, ce n'est pas encore livré, prêt à être utilisé. Ça me permet aussi de souligner un truc qui sera important dans vos missions, c'est que, en fait, nous, ce qui est important en audit, c'est pas les comptes en tant que tels, mais c'est vraiment les états financiers qu'on certifie. On certifie pas la balance en tant que telle, le détail, je sais pas, de X ou Y poste, X ou Y compte, on certifie vraiment les états financiers. Si je dis ça, c'est parce que si par exemple, dans les immobilisations corporelles en cours, il y a plusieurs comptes, si le client se trompe de compte, mais que le compte reste dans le poste des immobilisations en cours, en termes d'état financier, ce serait quand même dans les 189 000 qui sont ici. Donc s'il y a une erreur de compte, une erreur globale même dans les états financiers, mais qui n'impacte pas la présentation qu'on voit ici, qui n'impacte pas les montants et les postes tels qu'ils ont présentés ici, donc en gros c'est une erreur intra-poste, on s'en fout un peu quelque part, parce que ça ne change rien pour nous. Alors, avance et acompte, ce sont des termes qui sont proches, mais qui sont un peu différents. On va se positionner dans l'exemple d'une avance qu'on verse à un fournisseur ou d'un acompte qu'on verse à un fournisseur. Une avance, c'est par exemple, vous souhaitez acheter un produit, on va prendre une Ferrari, il y a une liste d'attente, etc. Et pour montrer votre bonne foi que vous êtes sérieux, vous allez verser une avance avant même que la commande soit confirmée, uniquement pour sécuriser le fait que vous allez que vous allez l'acheter, que du coup la Ferrari qui sera livrée doit être réservée pour vous. Alors qu'un acompte, c'est versé après la confirmation de la commande, un peu pour sécuriser la vente, avant que ce soit livré aussi. Donc c'est avant ou après la confirmation. Avant, c'est facile à retenir, et acompte, c'est après. Je reviens un peu sur les autres immobilisations. J'aimerais vous montrer un exemple de à quoi servent les annexes. Donc là, vous voyez qu'on a 22 millions d'autres immobilisations, 22 millions 679. Et quand on va dans les annexes, on, on retrouve, en faisant 15 millions qui sont ici, plus les 7 millions, les 22 millions. Et en fait, on voit que ce sont, en détail, que ce sont des installations générales et agencements et aménagements divers. Et ensuite, des matériels de bureau et informatique, du mobilier. Donc c'est vraiment ça que ça annexe, c'est un complément d'information au reste. Maintenant, on va rentrer dans les immobilisations financières qui sont aussi importantes. Déjà, il faut distinguer les participations. Les participations, ce sont des titres que vous achetez, donc c'est quand vous détenez des filiales, mais que vous détenez à minimum 10% de la filiale et que vous l'avez acheté sur du long terme avec une intention d'exercer une influence ou de la contrôler. Ces ces participations qui sont ici euh, s'opposent, donc ces participations qui sont ici en immobilisation, parce que justement c'est du long terme, s'opposent à ce qu'on retrouve dans les actifs circulants, qui sont des valeurs mobilières de placement, qui sont aussi des titres que vous achetez euh, pour, euh, pour investir en fait dans une société. Donc ce sont aussi des actions. Mais la différence, c'est que ici, vu que ce sont des actifs circulants, ça signifie que c'est des actifs que vous allez, des titres que vous allez acheter et revendre rapidement, peut-être pour faire du trading, etc. Mais vous n'avez pas d'intention d'exercer un contrôle et vous n'avez certainement pas les 10% requis pour que ce soit classé en, euh, en participation. Les créances rattachées à des participations, c'est qu'on fait des prêts euh, ou des avances long terme, bien sûr, à des filiales. TIAP, c'est titre immobilisé d'activité de portefeuille. Donc en gros, ce sont des actions, des obligations, des participations qui sont détenues long terme, encore une fois parce qu'on est dans la partie immobilisée, mais où il n'y a pas vraiment cette volonté de contrôle, d'influence qu'on retrouve dans les participations. Ensuite, vous avez des autres titres immobilisés. Il peut y avoir les dépôts, les cautions que vous versez. Vous avez des prêts que vous accordez cette fois-ci, pas les emprunts. Et vous avez les autres immobilisations financières. Alors ça, c'était pour l'actif immobilisé. On va passer maintenant à l'actif circulant.
Pour tout ce qui est stock, vous devez distinguer trois grandes catégories de stock qui existent en comptabilité. Premièrement, vous avez les marchandises. Quand vous faites achat-revente en l'état, ça veut dire que vous êtes la Fnac, vous achetez un MacBook, vous le revendez en l'état sans rien transformer. Donc ce business model de marchandises, ça s'oppose aux entreprises qui achètent des matières premières, comme par exemple pour Apple, dans les matières premières, il peut y avoir les écrans, les puces, tout ce qui est nécessaire pour fabriquer en fait un iPhone. Et puis à la fin, ils transforment ces matières premières pour en faire ce qu'on appelle des produits finis. Donc les trois grosses catégories de stock, c'est vraiment marchandises, achat-revente en l'état, matières premières nécessaires à la fabrication de produits finis. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, matières premières, en cours de production de biens, de services, etc., produits intermédiaires et finis. C'est un peu comme les immobilisations en cours, c'est quand vous fabriquez des stocks, mais qu'au 31/12, ils ne sont pas encore finis. Et puis vous avez les marchandises. On retrouve aussi les avances et les acomptes qu'on verse, cette fois-ci pour des actifs circulants et pas des immobilisations. Ensuite, on a les créances clients et comptes rattachés. Là, c'est un poste qui est très très important en audit parce que ça fait partie des cycles en fait, que vous allez auditer très souvent. Et, euh, et en fait, si on parle de créances clients et comptes rattachés, je vais vous le dire en vrai, c'est parce que dans ces créances clients, on a bien sûr les créances clients normales, donc les comptes 400, le compte 411, mais on a aussi le compte 418.1 qui lui est le compte de facture à établir. Alors, après tout ça, on retrouve les autres créances. Là, c'est aussi là que c'est ça que j'aime bien aussi un peu en audit, c'est qu'on peut faire un petit peu un travail d'enquête. On voit que, comme je vous le disais, c'est un peu le principal poste du bilan. Du coup, on va voir un peu si les annexes nous apportent des informations. Donc, on va dans les annexes. On se repère un peu, on descend. On voit si on nous parle des créances. Et là, on nous dit le détail des créances et des échéances se trouve à la page 15 des comptes annuels. Donc on va descendre à la page 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ici, on retrouve en fait le détail de ce qu'ils avaient dans les autres créances. Et en fait, on voit que les créances que Apple a, ce sont vraiment principalement des créances envers les entités du groupe, quoi. Et du coup, d'ailleurs, on va essayer de les retrouver ensemble pour comprendre qui est au-dessus de Apple France dans l'organigramme. Et quand on monte un peu, on va chercher ensemble. On va monter ici, engagement de retraite, rémunération des dirigeants. Là, on voit, voilà. Identification de la société mère consolidant les comptes de la société du coup Apple France. On voit que c'est les US, Cupertino. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les autres créances. On retrouve le sujet du capital qu'on a dit qu'on se réservait pour le passif, les VMP que je vous explique un peu plus tôt, les disponibilités. En vrai, vous avez dedans principalement maintenant les comptes bancaires, mais à l'époque où il y avait aussi des caisses, ça apparaissait aussi dans les disponibilités. Ensuite, vous avez les charges constatées d'avance que vous retrouvez en bas de l'actif circulant. Un petit topo sur le sujet des charges constatées d'avance. Si on est par exemple en décembre et que vous recevez une facture d'achat, vous allez comptabiliser l'achat, on va ignorer la TVA, vous allez mettre en compte 6 au débit et au crédit, vous allez mettre en contrepartie une dette. Alors, sauf que en comptabilité, il y a des règles. Pour la dette, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, la dette, le fait générateur d'une dette, ce qui autorise comptablement à comptabiliser une dette, c'est bien la réception de la facture. Mais pour un achat, ce qui fait sens, c'est de comptabiliser un achat l'année, l'exercice de sa consommation. Si vous recevez une facture, par exemple parce que vous êtes la Fnac, vous avez acheté un iPhone, vous recevez une facture pour ça, mais que à la fin de l'année,
vous n'avez toujours pas encore reçu ni consommé du coup l'achat, vous allez devoir annuler cet achat parce que l'achat a été comptabilisé, a été constaté trop tôt, autrement dit, a été constaté d'avance. Et du coup, pour régulariser cette écriture, il va falloir contrepasser l'achat. Donc, ça veut dire que c'était au débit, il va falloir le mettre au crédit. Et ensuite, au débit, en contrepartie de cette contrepassation-là, il y a un compte qui est utilisé qui s'appelle le 486 et qui s'appelle CCA. Et ce CCA-là, c'est ce qu'on retrouve ici en charge constatée d'avance, c'est le 486. C'est la même logique pour les ventes. Pour les ventes, vous comptabilisez par exemple en décembre une vente, donc débit 411, créance client, et ensuite crédit une vente, donc 7 ventes, problème, créance client, envoi de la facture, ça il n'y a pas de sujet. Vous avez le droit de comptabiliser la créance client parce que vous avez bien envoyé la facture. Par contre, la vente, vous ne deviez pas la comptabiliser parce que du coup, vous n'avez pas encore livré la vente et c'est ça qui va falloir contrepasser. Donc le fait générateur d'une vente, c'est aussi la livraison, autrement dit la consommation. Et pour régulariser cette écriture, il va falloir encore une fois contrepasser la vente. Elle était au crédit, donc on va la passer au débit. Et en contrepartie, on va reconnaître au crédit pas une charge constatée d'avance, mais plutôt un produit. Donc 487, 6, 7 c'est lien, 6 c'est charge, 7 c'est produit. Donc 487 PCA que vous comptabilisez ici. Donc CCA, c'est à l'actif, c'est ici. Et l'inverse de la CCA, la PCA, c'est ce qu'on retrouve ici dans le passif. Alors, en bas de l'actif circulant, vous avez des postes un peu particuliers. Je ne vais pas vous mentir, ce pas des postes que vous allez voir souvent. Les charges à répartir sur plusieurs exercices, souvent, ça va concerner des travaux sur plusieurs années. Les primes de remboursement des emprunts, alors ça, c'est très particulier encore une fois, mais c'est par exemple, vous souscrivez à un emprunt, vous devez payer des intérêts sur 5 ans parce que l'emprunt, vous l'avez contracté sur 5 ans. Sauf que vous décidez de rembourser de manière anticipée l'emprunt parce que vous avez de l'argent pour le faire. Et, euh, et ce remboursement anticipé, ça peut vous conduire à devoir payer des primes de remboursement anticipé, des frais, et c'est ça qu'on voit ici. Écart de conversion actif et passif, tout ça, ce sont liés au change. Donc, quand vous achetez ou vendez ou que vous avez du cash dans des devises étrangères, il peut y avoir des pertes ou des gains en fonction de quand, à quel moment vous achetez ou vendez. Donc ça, ce sont les écarts de conversion actifs qu'il y a ici. Et bien sûr, la, la contrepartie au passif. Alors là, on a fini de redescendre un peu l'actif, on va passer au passif. Mais avant ça, je voulais vous rappeler qu'on a publié gratuitement le manuel de l'auditeur financier junior. Ça nous a littéralement pris plus de 10 mois à rédiger. Au début, je pensais que ça allait prendre 3 mois, mais c'est un travail monstrueux. Et en gros, on a écrit sur 150 pages l'essentiel qu'il faut retenir en audit, où on reprend les fondamentaux de l'audit. Vous voyez, mécanisme comptable, objectif de l'audit, assertion, risque, seuil, etc. Ensuite, on reprend aussi les différentes phases d'audit, planning, intérim, hard close, finale, conclusion. Et puis à l'après, on reparle des cycles capitaux propres, fournisseurs, clients, achats, charges externes. Donc tout ça, c'est disponible pour vous gratuitement en téléchargement. Et si vous êtes sur le point de commencer un audit ou que vous avez déjà commencé et que vous avez vraiment du mal à réussir à faire les travaux, à faire les mémos, sachez aussi qu'il y a la Junior Academy, qui est la seule formation pratique en audit financier en France, avec justement pour chaque cycle de junior, donc capitaux propres, fournisseurs, clients, achats, charges externes, cash, immobilisation, bien sûr des rappels comptables avec des exercices, mais surtout des simulations d'audit réalistes, donc avec des documents que vous allez devoir exploiter, traiter et auditer. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver en description. Passons maintenant au passif.
La première chose qu'on voit au passif, c'est le capital. Mais ce qu'il faut qu'on clarifie, c'est les notions de versé, non versé et aussi la notion qu'on avait vue un peu plus haut, d'appelé, qu'on a ici et le non appelé. Commençons par rappeler que le capital social, c'est l'argent que l'entreprise doit amener pour commencer une activité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a certaines sociétés pour lesquelles il y a un minimum obligatoire. Par exemple, pour les sociétés anonymes, le capital social au lancement, au minimum, doit être de 37 000 €. Mais pour tout ce qui est, SCI, SARL, SAS, c'est qu'en euros symboliques. Donc ça, c'est le capital social. On pourrait l'appeler aussi le capital souscrit. C'est un peu la même chose. Sauf que si on prend le cas par exemple d'Apple, eux, ils ont décidé d'avoir un capital souscrit social de 3 48 000 €, 49 000 € arrondis. Ces 3 millions d'euros, ils ne sont pas obligés de, de les verser sur les comptes de l'entreprise directement à la création. Ils peuvent par exemple décider au début de verser 1 million d'euros et puis de verser les 2 millions d'euros qui restent dans 3 4 ans. Donc vous l'aurez compris, versé, non versé, c'est ce qui a été viré ou pas sur le compte. La dernière distinction qui nous manque, c'est celle qu'on avait dit, c'était appelé, non appelé. En fait, avant de verser de l'argent, avant que les actionnaires versent l'argent sur le compte de l'entreprise doit signaler aux actionnaires que justement c'est le moment de faire ce versement. Et pour signaler ça, ils font ce qu'on appelle un appel de capital. Et donc c'est pour ça qu'on a la notion appelé, non appelé. Donc on peut avoir un capital qui est, en gros c'est la demande, on va appeler ça demande. On peut avoir demandé aux actionnaires, donc appelé un certain montant de capital, mais les actionnaires ne l'ont pas encore versé. Et du coup, ce serait un capital souscrit, donc normal, qui a été appelé, mais qui n'a pas été versé. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve aussi ici, capital souscrit, non appelé. Et ici, c'est un peu plus bas, on avait aussi capital souscrit appelé, mais qui n'est pas versé. En gros, prime d'émission, de fusion, d'apport, ça rentre en jeu quand il y a des différences entre la valeur des actions à l'instant T, par exemple quand il y a un achat ou une cession, versus la valeur à l'époque où les actionnaires avaient investi et qu'il faut les compenser en quelque sorte. Écart de réévaluation ou d'équivalence, franchement c'est un peu pareil, vous n'allez pas les voir souvent. Les écarts de réévaluation, en gros, c'est quand il y a des différences de valorisation en termes d'actifs entre un instant T et avant. Mais ce qui est beaucoup plus fréquent, ce que vous allez beaucoup plus souvent voir, ce sont tous les sujets des réserves. Euh, Alors tout ça, ça va rentrer en jeu notamment dans la période de ce qu'on appelle l'affectation du résultat. C'est en gros à la fin d'un exercice, l'entreprise génère un résultat, un bénéfice par exemple, et qu'ils doivent décider de l'affecter dans les réserves, dans les reports à nouveau. Justement, dans la Junior Academy, en plus des notions d'audit, je vous apprends aussi les notions comptables qui sont nécessaires pour que vous puissiez comprendre les cycles que vous allez auditer. Et dans le cycle capitaux propres, il y avait cette slide où justement je vous montrais comment ça se passait au niveau de l'affectation du résultat. Ce qu'on voit, c'est que quand on a un résultat, première chose qu'on doit faire de manière obligatoire, c'est de l'affecter en réserve légale, puisqu'il y a une loi pour certains types de sociétés qui est de doter les réserves légales de minimum 5% du bénéfice que vous générez jusqu'à atteindre le palier, ou plutôt le plancher, de 10% du capital social. En plus des réserves légales qui sont obligatoires, vous avez aussi les réserves statutaires, ou on pourrait aussi dire contractuelles, qui sont cette fois-ci un peu imposées par les statuts ou par des contrats pour la société elle-même, que vous allez devoir, que vous n'avez pas le choix, vous allez devoir aussi doter. Enfin, quand vous faites la différence entre les réserves, le résultat, les réserves légales et statutaires, vous avez ce qu'on appelle le bénéfice distribuable, qui est en fait la partie, la fraction du résultat que vous avez vraiment, sur lequel vous avez vraiment la main, que vous pouvez vraiment décider d'affecter librement. Vous pouvez les affecter en réserve facultative, qu'on appelle aussi autres réserves dans les états financiers. Donc c'est des décisions que vous prenez lors de l'Assemblée générale.
et vous pouvez aussi simplement décider de les distribuer aux actionnaires à travers des dividendes. Et la différence entre tout ça fait du coup le report à nouveau. En gros, c'est ce qui reste in fine après avoir déduit toutes ces réserves et ces dividendes. Donc c'est ce qui apparaît dans le bilan. Vous voyez que ça reprend un peu de la logique, hein. Tout au-dessus, les réserves légales, et puis on descend petit à petit vers le statutaire, le contractuel, les réserves réglementées, les autres réserves et le report à nouveau. Alors, en plus de toute cette ligne-là, vous avez des subventions d'investissement. Moi, je les ai souvent vues dans des associations. J'auditais une asso qui était, voilà, que tout le monde connaît en France. Et leur principal poste, en fait, au niveau du bilan, c'était vraiment les subventions qu'ils recevaient de la part de l'État pour mettre en œuvre, en fait, leur objet social. Et souvent, ces subventions sont accordées sur une durée de plusieurs années et sous certaines conditions. En fait, il faut que ça serve vraiment à réaliser des projets que l'État a pensés. Ensuite, vous avez les provisions réglementées. Comme exemple, ce que je peux vous donner, c'est l'exemple des amortissements dérogatoires. Euh, En gros, un peu plus tôt au niveau du bilan, on a parlé des amortissements et des dépréciations, en précisant que ça, ce sont les pertes de valeur en fait des immobilisations. Pour faire bref, il y a deux types de pertes de valeur. L'amortissement, c'est quand, euh, par exemple, vous avez un iPhone ou n'importe quelle immobilisation, vous l'utilisez et naturellement, ça perd de la valeur de fait de son utilisation. Ça, c'est un amortissement. C'est prévisible depuis le début, c'est normal. Mais vous avez aussi les dépréciations qui sont des pertes de valeur qui sont exceptionnelles. L'exemple que j'aime bien donner, c'est un incendie dans des locaux, dans une usine. C'est imprévisible. Du coup, vous allez devoir comptabiliser une dépréciation pour dire que l'usine a perdu de la valeur du fait de l'incendie. Un iPhone, par exemple, ça pourrait être le fait qu'on a un nouvel iPhone qui sort. Forcément, l'ancien perd de sa valeur. Ou parfois, si, je sais pas, vous avez un iPhone, mais que vous avez cassé le dos de l'iPhone en verre, forcément, vous allez devoir le déprécier. Ok. Et ce que vous voyez ici, en fait, en provision réglementée, dedans, vous avez des amortissements dérogatoires. Et le dérogatoire, c'est la différence entre les amortissements comptables, tels que je vous l'ai expliqué, moins les amortissements fiscaux. Et les amortissements fiscaux, c'est pour certains types de biens, l'État demande que l'amortissement soit comptabilisé d'une façon différente de l'amortissement comptable. Et ça, c'est un type d'exemple de provision réglementée. Un autre exemple, c'est la provision pour hausse des prix. Vous avez des stocks, sauf que le prix des matières premières augmente de manière imprévisible de plus de 10%. L'État vous autorise à comptabiliser une provision pour, qui vous permettra d'économiser un peu d'impôts, parce que souvent les provisions, en fait, la contrepartie, c'est un compte de charge. Donc vous comptabilisez une provision au bilan, mais vu que comptablement chaque écriture est équilibrée, en contrepartie de la provision, vous avez une charge qui vous fait baisser l'impôt. Par exemple, là, on se retrouve encore une fois sur Compta Online qui montre l'exemple d'une provision pour hausse de prix. Vous voyez que le compte provision réglementé ici, c'est le compte 143. Et en contrepartie de ce compte 143, vous avez justement la dotation qui, elle, vient impacter à la baisse le résultat. Et qui dit moins de résultats dit aussi moins d'impôts. Donc c'est ça l'intérêt de la PHP, provision pour hausse de prix, c'est de payer aussi moins d'impôts pour compenser l'augmentation anormale finalement des prix des matières. Alors là, on va passer rapidement sur les titres participatifs, parce qu'encore une fois, c'est pas des titres que vous allez rencontrer souvent. Mais si vous voulez retenir ça en quelques mots, c'est des titres participatifs, c'est des titres qui sont ni des actions ni des obligations. C'est un peu hybride, et l'intérêt, c'est un peu de renforcer la finance, en fait, les finances d'une entreprise sans forcément modifier sa structure capitalistique. Donc en gros, c'est des titres que vous accordez sans forcément de droit de vote, quoi. C'est souvent utilisé par des coopératives, etc. Donc c'est pour ça que franchement, moi, je les ai jamais audités dans ma carrière. Avances conditionnées, c'est des avances qui sont accordées sous certaines conditions. Généralement, c'est par des organismes publics ou des associations ou l'État, quoi. Ensuite, on entre dans un sujet beaucoup plus important qui est, bah, du coup, cette fois-ci encore des provisions. Du coup, je vais en profiter pour vous expliquer ce que c'est qu'une provision parce que le terme de provision et de dette est très similaire, sauf qu'il y a une petite différence qui change pas mal de choses. Une dette, c'est quand vous savez que vous allez devoir payer quelque chose
à un instant T, donc avec une échéance qui est précise, et vous savez combien vous allez devoir payer. C'est simple. Une provision, par contre, c'est quand vous avez une incertitude, soit sur l'échéance, vous ne savez pas quand vous allez devoir payer, soit sur le montant. Vous ne savez pas combien vous allez devoir payer. Il y a deux types de provisions. Vous avez les provisions pour risque. En gros, c'est je ne suis pas sûr que je vais devoir payer. Exemple, j'ai un litige au prud'homme, donc avec un salarié ou avec un fournisseur, je peux gagner ou je peux perdre. Si je perds, je paye, mais si je gagne, je paye zéro. Donc je ne suis pas sûr, c'est une provision pour risque. Une provision pour charge, c'est différent. Une provision pour charge, son existence, vous savez que vous allez devoir payer. Sauf que vous ne savez pas quand. Exemple, vous avez acquis une grosse immobilisation de plusieurs millions et le fabricant vous dit que tous les 5 ans, vous allez devoir faire des révisions. Des révisions des entretiens. C'est ce qu'on appelle des gros entretiens. Et en fait, ces révisions-là, en fonction de l'état de l'immobilisation, le montant que vous allez devoir payer au fabricant va pouvoir changer. Donc vous avez une incertitude sur le montant et parfois vous allez peut-être pas avoir besoin de faire la révision au bout de 5 ans, mais peut-être au bout de 4 ans ou de 6 ans. Donc c'est ça une provision pour charge. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est par exemple lors des PSE, donc des plans de sauvegarde de l'emploi. Concrètement, il y a des licenciements qui vont arriver et, euh, et vous savez que vous allez devoir verser des indemnités de fin de contrat pour licencier des salariés. Sauf que forcément, il va y avoir des négociations sur le montant de ces indemnités, par exemple avec les syndicats. Et du coup, ça aussi, c'est un exemple de provision pour charge parce que vous savez que vous allez devoir verser ces indemnités. Sauf que le problème, c'est que vous ne savez pas combien ni quand. Après ces provisions pour risque et charge, on vient sur la partie des dettes. On commence avec les dettes financières. Le premier type que vous avez, ce sont les emprunts obligataires. Donc là, le mot qui est important, c'est les obligations. Une obligation, c'est exactement comme si vous faisiez un prêt avec la banque, mais cette fois-ci, c'est pas avec la banque, c'est avec des investisseurs privés ou parfois des institutions publiques. Euh, voilà, la rémunération, on ne parle pas d'intérêt, on parle de coupon. Et le taux d'intérêt, ça dépend aussi de la stabilité du business. En gros, plus vous avez un business qui est sain, et plus vous allez devoir verser des intérêts qui vont être faibles, quoi. Et ce qu'on appelle de convertible, c'est parce que les obligations, comme des emprunts, normalement, ça n'impacte pas forcément le capital, mais il y a certaines obligations qui peuvent être converties justement en actions. Comme ça, la personne qui vous prête de l'argent peut détenir, par exemple, une partie du capital si besoin. Ici, vous avez les autres emprunts obligataires. Donc, en gros, ce sont toutes les obligations qui ne sont pas convertibles. Vous avez les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. En fait, ce sont les emprunts bancaires. Et ensuite, vous avez tout ce qui est autre, donc emprunts et dettes financières diverses. Au niveau des fournisseurs, le compte le plus important, c'est les dettes fournisseurs et comptes rattachés. Tout comme les créances clients, ici, vous avez bien sûr le compte 401 fournisseurs classique, mais vous avez aussi le compte, par exemple, 409.1, les fournisseurs non parvenus. Vous avez les dettes fiscales et sociales. Donc, c'est ici que vous allez retrouver le compte 421, notamment avec les dettes que vous allez devoir payer à vos salariés, en fait, les salaires que vous allez devoir payer, les dettes fiscales, notamment les charges sociales sur les salaires, dettes sur immobilisation et comptes rattachés, autres dettes, et puis les produits constatés d'avance qu'on a vu un peu plus tôt. J'ai oublié de parler des avances et acomptes reçus sur commande. Classique, on avait déjà parlé de ça un peu plus tôt. Et pareil pour les écarts de conversion, c'était le sujet des taux de change qu'on avait vu aussi à l'actif. Donc ça, c'était pour le bilan. On a fini l'actif, on a fini le passif. D'ailleurs, ça me permet de souligner un petit truc en audit qui est fréquent, qu'on fait souvent. À la fin des travaux, une fois qu'on a fini par auditer tous les cycles, on va demander à l'entreprise qu'on audite de nous envoyer leur brouillon finalement des états financiers. Donc par exemple, Apple va envoyer à leur commissaire aux comptes EY une version draft du bilan, actif-passif, du compte de résultat et des annexes. Et quand on reçoit ces éléments, avant qu'ils soient publiés, on doit s'assurer que les comptes qu'on a audités, qu'on a validés, sont bien reportés, quasiment à l'euro près, avec quelques petites subtilités, dans les états financiers. Parce que nous, on va auditer une version des comptes et on ne veut pas que l'entreprise derrière modifie
les états financiers, donc ce PDF-là qui fait une cinquantaine de pages, même moins, donc ce PDF-là qui fait à peu près 34 pages, on ne veut pas que l'entreprise modifie des montants sans nous avertir ou modifie des montants qu'on n'a pas validés. C'est pour ça que la dernière étape d'un audit, souvent, avant de signer les rapports, c'est de faire ce qu'on appelle le pointage. Et en fait, c'est des choses qu'on demande à des juniors, souvent à des stagiaires. C'est souvent un truc que je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas. Moi, j'aime bien voir le bon côté des choses partout. Et quand je faisais le pointage, je me disais qu'au moins ça me familiarisait avec la position des postes des états financiers. Et aussi autre chose qui était intéressant, c'est que pour vous expliquer concrètement le pointage, imaginez vous recevez, vous êtes junior, votre senior va vous envoyer ce PDF-là, des comptes annuels de Apple, et va vous dire, bah, vas-y, pointe-moi les informations. Donc vous allez ouvrir le PDF. Première chose que vous allez devoir pointer, c'est, par exemple, le fait que dans les autres immobilisations corporelles, vous avez bien 22 679 183 euros. Pour valider ces montants-là, vous allez devoir rapprocher ces montants-là avec la dernière balance générale que vous avez auditée. En gros, chaque poste des états financiers, comme vous l'avez compris, c'est un ensemble de comptes et vous devez faire la somme de tous les comptes qui composent chaque poste et vous assurer que la somme qui est ici correspond bien à ce que vous avez dans la balance générale. Donc je vous avais dit que la Junior Academy, dedans vous avez vraiment du pratique et notamment il y a cette balance générale. Donc les chiffres ne cadrent pas du tout avec les chiffres d'Apple, mais c'est pour vous montrer un exemple de ce qui se passe en cabinet. On sait qu'on doit valider, on va dire, les immobilisations en fait au total. Du coup, on va prendre la somme des comptes immobilisation, donc en gros les comptes 2. On va faire la somme des comptes 2 en N et en N-1. Donc là, on voit que par exemple, dans tous les comptes d'immobilisation, avec les immobilisations en cours, on a un total de 43 millions. Et du coup, on va vérifier que ces 43 millions qui sont ici cadrent bien en fait avec ce qui est indiqué ici. Donc vraiment, le pointage, c'est ça. C'est de vérifier chaque information indiquée dans les états financiers et de rapprocher un par un ces informations-là avec la balance générale et les autres informations qu'on a validées dans le cadre de l'audit. Pour faire le pointage, on utilise ce qu'on appelle des tick marks, où en gros on va checker les informations une à une. C'est ce qu'on demande aux stagiaires. Tu valides l'information une à une. Et on fait ça pour vraiment, on fait ça vraiment pour toutes les informations qui sont indiquées dans les états financiers, dans les annexes aussi, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que toutes les informations qui sont ici, dans les annexes, on doit les valider. On doit les valider une à une, en N et en N-1, pour vérifier qu'il n'y ait vraiment pas d'erreur. Parce que justement, ce qu'il faut comprendre, je sais que ça peut paraître un peu ingrat comme tâche, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce document-là, là, qui fait 30 pages, c'est vraiment le résultat final de centaines d'heures d'audit. Ça peut être catastrophique, en fait, pour un cabinet, de laisser passer une erreur de 1 million, de 2 millions, parce que c'est facile hein, de se tromper sur un chiffre qui est ici. Il suffit de remplacer ce 1 par un 3 pour que vraiment tout notre travail d'audit soit remis en cause et que le marché pénalise quelque part le cabinet en termes de réputation parce qu'il a laissé passer une erreur aussi importante. Moi, c'est marrant parce que justement sur le site de Papers, vu que j'auditais des boîtes qui étaient parfois cotées, j'ai retrouvé du coup des rapports que j'ai pu auditer dans différents cabinets. J'ai passé à peu près 4 ans en CDI, mais avant j'étais aussi en stage. Et du coup, j'ai retrouvé pas mal de comptes j'ai retrouvé pas mal de comptes que j'avais audités avec les partenaires avec qui je travaille, etc. Et c'est là que je me suis vraiment dit, ouais, ce qu'on fait, en fait, ça a vraiment de l'impact, quoi. Je sais que, je sais que certains d'entre vous qui ont déjà fait de l'audit en stage ou en tant que junior trouvent cette phase un peu relou à faire. Je vais pas vous mentir, c'était pas la phase que je préférais, mais avec le temps, j'ai appris à aimer ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit que ça me permettait de faire une chose qui était de me familiariser avec les postes des états financiers. Heu, Parce que vraiment, quand vous faites ce travail-là de pointage compte par compte, vous allez vraiment savoir exactement quel compte tombe dans quel poste et ça vous donne aussi un certain recul, notamment quand vous validez les annexes, sur des choses auxquelles vous n'êtes pas forcément confronté en tant que junior. Parce que, par exemple, pour valider certains postes, vous allez devoir ouvrir un des cycles de seniors et voir un peu les travaux qu'ils ont faits et puis comprendre derrière la logique. Par exemple, pour valider les provisions congés payés, vous allez devoir ouvrir le mémo des congés payés
et puis voir un peu comment ils ont fait pour auditer ces comptes-là. Alors, je m'excuse d'avance, on va finir cette vidéo sans mon joli visage pour des soucis techniques. Donc ce qui nous reste à voir, c'est le compte de résultat. Première chose qu'on remarque, c'est que souvent, les entreprises font la distinction entre tout ce qui est à l'export et tout ce qui est en France. On voit que forcément, on a compris que chez Apple, ils vendaient au fait aux US, donc on voit que c'est principalement de l'export. Bien sûr, en termes de chiffre d'affaires, on a deux choses qui sont séparées, les marchandises, les produits physiques et tout ce qui est services. Production immobilisée, c'est quand vous avez une entreprise qui produit pour sa propre utilisation. Par exemple, Apple qui produit des iPhones mais qui seront utilisés en interne et qui ne seront pas destinés à la vente. Un peu plus haut au bilan, on avait vu, vous savez, le sujet des subventions. La contrepartie de l'écriture qu'on a au bilan, c'est justement ce qu'on a au compte de résultat. Donc au bilan, c'était un passif parce que c'était un peu comme une dette qu'on avait envers, par exemple, l'État qui nous prête de l'argent. Et ce qu'on a ici, c'est un produit, dans le sens où c'est ce qui va permettre aussi de financer l'activité. Reprise de provision et amortissement, bah, c'est l'annulation. En fait, une dotation d'amortissement, c'est quand vous augmentez l'amortissement. Et une reprise, c'est forcément quand vous la diminuez. Transfert de charge, c'est un compte qui est un peu intéressant parce que en fait, c'est un compte qui permet de... En gros, vous comptabilisez une charge en compte 6, mais pour plusieurs raisons, vous souhaitez l'annuler. Plutôt que d'extourner, ça veut dire de contrepasser l'écriture 6, ça veut dire que normalement le 6 était au débit, plutôt que de le mettre au crédit pour l'annuler, vous préférez utiliser un compte spécifique qui s'appelle 791 transfert de charge pour faire ça. Fondamentalement, ça change rien parce que si vous extournez un compte 6 et que vous le passez au crédit, ça veut dire que l'écriture en totalité, le mouvement, l'opération, débit et ensuite le crédit sera à 0, donc en fait on n'aura pas d'impact dans le compte des résultats. Si vous utilisez un compte 791, c'est pareil. Vous avez un compte 6 au débit, un compte 791 au crédit, vu que c'est le même montant, pas d'impact au résultat. On va se demander, mais quel est l'intérêt d'avoir un 791 plutôt que d'extourner un compte 6? C'est simplement en fait pour laisser plus d'indices en fait au lecteur des états financiers sur ce qui s'est passé au cours de l'année. Parce que si on n'avait pas cette spécificité qui est détaillée notamment dans les annexes, on ne pourrait pas savoir qu'il y a eu autant de transferts. Il y a beaucoup d'utilisation de ce mécanisme de transfert de charge, mais pour vous donner un exemple, c'est une entreprise qui comptabilise dans ses charges des prestations qu'elle a payées, par exemple, pour sa mère, pour son entité mère, celle qui la détient. Elle va le comptabiliser d'abord en 6 et ensuite elle va le transférer en 791. Donc les autres produits, c'est tout ce qui n'est pas listé au-dessus. Achat de marchandises, on ne revient pas là-dessus. Vous avez compris ce que c'est la différence avec le reste des stocks. Variation de stock, c'est important que je vous explique un peu le mécanisme parce qu'il n'est pas forcément évident. Alors, bon, déjà, je vous préviens que là, on rentre sur des sujets un peu plus seniors. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise en comptabilité, je vais essayer de vulgariser au maximum, mais ça va pas être un mécanisme qui est évident. En tout cas, c'est un mécanisme qui me posait problème quand j'ai commencé la compta. Ce que nous dit la comptabilité, c'est que le 1er janvier de l'année, on est censé annuler le stock initial. Dans cet exemple, on suppose que l'entité avait 300 000 euros de stock en N-1. Donc l'écriture consiste à annuler ces 300 000 euros de stock. La position normale du compte de stock, en l'occurrence stock de matières premières, c'est au débit. Donc pour annuler le compte 31 au débit, on le passe au crédit pour 300 000. Le compte 31, vu que c'est un compte de bilan, c'est un compte qui se reporte d'une année sur l'autre. Ça veut dire que l'écriture qu'on vient de passer, 31 au crédit pour 300 000, ça vient annuler le solde du compte 31 qui devient nul
après cette écriture. En contrepartie de cette écriture 31 au crédit, en comptabilité, on a simplement décidé que ce serait le compte 6031 variation de stock qui fonctionne aussi bien pour les matières premières, les marchandises, etc. qu'on utilise. Donc ce compte-là, c'est 6031. Et lui, c'est un compte de résultat, ce qui signifie que contrairement au compte de bilan qui se reporte d'une année sur l'autre, le compte de résultat, il se remet à zéro à chaque début d'exercice. Et du coup, son solde, pour l'instant, sera un solde débiteur de 300 000. La deuxième écriture que les normes nous demandent de passer, c'est de constater le stock final. L'objectif, c'est de dire au lecteur des états financiers, voici mon montant de stock que j'ai à la clôture, en l'occurrence 500 000 euros. Donc tout naturellement, on vient débiter le compte 31 pour 500 000, ce qui fait que après cette écriture, le compte 31 présentera naturellement un solde débiteur de 500 000. Le compte 6031, lui, donc c'est toujours 6031 qu'on utilise, hein, même si c'est au débit ou au crédit, peu importe. Lui présentera cette fois-ci un solde créditeur de 500 000 moins les 300 000 qu'on avait déjà comptabilisés au débit, donc en l'occurrence 200 000 euros. Ce mécanisme de variation de stock, il est particulier parce que le compte 31, pour moi, c'était tout naturel quand j'ai commencé la comptabilité. J'ai compris pourquoi est-ce qu'il fallait comptabiliser ce compte 31, ça fait sens. Par contre, le compte 6031, on peut se demander, mais c'est quoi l'intérêt de l'alimenter? Surtout que moins plus moins, ça fait plus. Autrement dit, le compte 6031, c'est un compte de charge. Normalement, les comptes de charge viennent diminuer le résultat. Mais là, si on a un compte de charge négatif, ça vient augmenter le résultat. Et pendant très longtemps, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on vient augmenter le résultat de 200 000 euros parce qu'on a plus de stock? Pourquoi, à quoi ça sert de venir augmenter ce résultat? D'autant plus que, normalement, les stocks, on pourrait se dire que quand je vends des stocks, c'est une vente de marchandises ou de produits finis, peu importe. Et du coup, c'est toujours l'écriture qu'on connaît tous. Débit 411 et puis crédit 7. Donc je me disais, mais attends, on vient déjà reconnaître une augmentation des produits, du résultat, avec cette écriture normale, à quoi ça sert de venir encore en plus augmenter ça? Pour comprendre ça, on doit revenir à un principe qui est important en comptabilité, qui est le principe de rattachement des charges et des produits. Le principe, c'est que une entreprise, pour faire du chiffre d'affaires, pour faire des ventes, elle utilise des achats, elle utilise des charges. Donc le principe, c'est que les charges et les produits, donc les charges qui ont généré des produits plus tard, soient comptabilisées sur le même exercice. Par exemple, Apple vend en 2025 un iPhone, il faut que les charges qu'elle a engagées pour vendre cet iPhone, il faut que ces charges-là soient comptabilisées sur le même exercice de comptabilisation de la vente de l'iPhone, donc en 2025. Peu importe si les charges, en réalité, ont été... si les biens, par exemple, qui ont composé l'iPhone, par exemple, l'écran, les puces, etc., peu importe si ça avait été acheté en 2024,
il faut que comptablement, pour rester cohérent, ce soit comptabilisé sur le même exercice. Mais le problème, c'est que pour fabriquer les marchandises là, de 200 000 qu'on a stockées cette année, on a dû engendrer des coûts. Et pendant longtemps, c'est ça qui me manquait pour parfaitement comprendre ce mécanisme de variation de stock, c'est que au cours de l'exercice, finalement, je vous ai mis ici en bas, au cours de l'exercice, on a acheté. On prend un exemple où tout cadre parfaitement, on a acheté pour 200 000 euros d'achat classique. Donc dans ces achats, bah, il y a les puces, les écrans, etc. Une écriture classique, 6 à 401. Et en fait, si on n'avait pas ce mécanisme qui vient quelque part neutraliser, donc là, le compte 6, il est au débit, et ça, c'est un solde créditeur, donc on vient annuler les 200 000 euros qu'on a achetés ici. Si on n'avait pas ce mécanisme-là, les achats qu'on a réalisés en N pour produire des stocks qui ne seront utilisés qui seront vendus que en N plus 1, en fait, ils seraient restés en fait dans les comptes de N. Et c'est pas bon parce que justement, on a compris qu'il y a un principe de rattachement des charges et des produits qui veut que ce soit reconnu sur le même exercice. Donc en fait, le solde créditeur de 200 000, ce qu'il vient faire comptablement, c'est... Donc, on a dit que des charges en moins, ça vient augmenter les résultats. Donc en fait, ça vient augmenter les résultats. Comme ça, l'année prochaine, ce qui va se passer en N plus 1, c'est que l'année prochaine, bah, on va faire on va repasser cette écriture d'annulation du stock initial plus de constatation du stock final. Et les 200 000 qu'on a annulés, on va les retrouver en N plus 1. Cette fois-ci, ils vont venir diminuer le résultat pour tenir compte en fait de l'achat qu'on avait réalisé. Donc je sais que c'est un mécanisme qui est pas évident à assimiler la première fois, mais essayez de retenir la philosophie qui est de dire que si vous devez retenir quelque chose vraiment de ce que je viens de dire, c'est que si vous avez un solde de variation négatif, ça veut dire qu'il est créditeur et qui vient augmenter le résultat. Si vous avez un solde de variation de marchandises qui est positif, ça veut dire qu'il est débiteur et qui vient diminuer le résultat. Un solde négatif, donc créditeur, ça signifie qu'on a stocké au cours de l'exercice, donc on a plus de stock à la fin qu'au début. Et un solde positif de variation de marchandises, ça veut dire qu'on a déstocké, donc on a moins de stock à la fin qu'au début. Donc tous ces comptes-là, ce sont des comptes d'achat et de variation de stock. Ensuite, on a ce qu'on appelle les autres achats à charge externe. C'est un cycle spécifique qui s'appelle les AACE. Dans les AACE, ce que je devais expliquer, ce sont tous les achats qu'on réalise pour faire tourner le business, mais qui ne sont pas directement liés à la fabrication de à la contribution quelque part de notre chiffre d'affaires. Donc c'est tout ce qui n'est pas marchandises et matières premières. Et dedans, vous allez principalement retrouver les loyers, les assurances, l'électricité, etc. C'est un cycle qu'on confie quasiment tout le temps à des juniors pour lesquels on fait un entretien avec le client qu'on appelle une revue analytique. Et c'est un cycle qui est assez intéressant et qui est souvent significatif. Impôts, taxes et versements assimilés qui ne comprennent pas l'impôt sur les sociétés qu'on va retrouver un peu plus bas, salaire et traitement et charges sociales. Là, ça se valide pas, mais normalement, les charges sociales, c'est plus ou moins 45% des salaires. Donc chez Apple, on voit que c'est beaucoup plus. Il doit y avoir une raison économique derrière. En bas, on a tous les amortissements, tous les comptes d'amortissement et de provision. Je ne vais pas revenir dessus. Retenez simplement que quand vous voyez dotation et dépréciation sur actifs circulants, bah souvent ça va être les dépréciations de créances clients, autrement dit des clients douteux, des clients pour lesquels on n'est pas sûr de pouvoir récupérer notre créance, quoi. Il peut y avoir aussi des dépréciations pour des stocks, si jamais votre stock a perdu de la valeur, par exemple parce qu'un nouvel iPhone est sorti ou parce qu'il est devenu obsolète.
dotation d'exploitation aux provisions et puis autres charges. Passons maintenant aux produits financiers. Quote-part du résultat, opération faite en commun. Donc, toute cette séquence-là, bénéfices attribués aux pertes transférées, pertes supportées, etc. Tout ça, ça concerne des opérations qui sont faites en commun. Concrètement, ça peut être soit des joint ventures, soit des projets en commun. Donc, c'est quand des entreprises se réunissent pour réaliser un projet commun, soit ça prend la forme d'une entité qui est créée à part entière, on parle de co-entreprise, soit parfois c'est juste des projets. Pour vous donner des exemples concrets, c'est par exemple le Grand Paris. Il va y avoir des différentes entreprises qui vont se rassembler pour créer les nouvelles lignes de métro. Où vous avez aussi des cas fameux, des cas célèbres, c'est dans l'aviation. Voilà, dans l'aviation plus précisément européenne, vous avez Airbus qui font des accords avec d'autres opérateurs européens comme des opérateurs allemands, et ça peut aussi prendre la forme de co-entreprise. Il y a aussi l'exemple parfait des JO, où c'est un projet monumental dans lequel vous avez des centaines d'entreprises qui se réunissent pour réaliser le projet. Ensuite, on passe aux produits financiers. Financiers de participation, on se rappelle que c'est pour les cas où on détient plus de 10% avec une intention d'influence, et ça s'oppose aux produits financiers des autres titres comme les valeurs mobilières de placement. Autres intérêts, produits assimilés, repris sur provision, classique, différences positives de change. On se souvient que c'est tout ce qui est devises et produits nets de cession de VMP. Donc ça, c'est contrairement aux produits financiers, les produits nets, c'est quand vous vendez vraiment votre VMP. Si vous la vendez plus cher que vous l'avez acheté, vous faites une plus-value qui apparaît ici. Mais par contre, si vous la vendez moins cher, vous faites une moins-value qui apparaît beaucoup plus dans les charges qui sont ici. Bon, je passe sur les amortissements, dépréciation, provision, vous avez compris le principe. Intérêts et charges assimilées, là c'est principalement les intérêts d'emprunt. Et différences négatives de change, qui est la contrepartie de ce qu'on a vu plus haut. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle le RCAI, qui est un agrégat important, donc résultat courant avant impôt. Ici, on retrouve tout ce qui est exceptionnel, donc je vais passer rapidement parce que comme son nom l'indique, ça dépend vraiment des opérations qu'il peut y avoir au sein de l'entité. Après tout ça, avant de tomber sur le bénéfice ou la perte, qui est simplement le total des produits moins des charges, on a principalement donc la participation qui est versée aux salariés, que vous aurez aussi en tant que junior dans des cabinets, même si c'est pas des montants faramineux. Et puis vous avez surtout l'impôt sur les sociétés. Donc l'IS, c'est souvent 25%. Dans certaines conditions, vous avez un taux réduit, mais en cabinet, vu qu'on audite des boîtes d'une certaine taille, souvent vous allez avoir un IS à 25% en France. Ce que je vous ai pas précisé plus tôt, c'est que là, vous voyez le bénéfice ou la perte. En fait, c'est ce bénéfice qui se reporte au niveau du bilan et qui sera en attente d'affectation. En l'occurrence, on a 128 millions arrondis. Et si on remonte au bilan, on retrouve ces 128 millions qui sont pour l'instant principalement au report à nouveau parce que le résultat qu'on génère le 30 septembre 2024 sera affecté donc 6 mois après au maximum. Donc chez Apple, je crois en l'occurrence à peu près le mois de mars qu'ils ont leur assemblée générale. Donc en fait, il sera affecté après la clôture de l'année. Et c'est pour ça que pour l'instant, ça apparaît ici et pas directement dans les postes des capitaux propres où ça a été affecté. Ok, on a fini le bilan, on a fini le compte de résultat. Donc maintenant, on va passer aux annexes. Les annexes, c'est un peu long. Je vais me concentrer vraiment sur ce qui me paraît le plus important. Je vais passer plus rapidement sur les choses un peu basiques. Donc les annexes commencent toujours un peu par le rappel de l'identité, donc le nom de la société. Ils précisent la date de clôture, ils précisent le total du bilan, ils précisent aussi le bénéfice qui a été généré. N'oubliez pas que tout ça, c'est des éléments qu'on doit valider en tant qu'auditeur. Ils précisent le début de l'exercice, la fin de l'exercice, tout ça, c'est du classique. Premier paragraphe qui est important, c'est les faits caractéristiques. Que ce soit bien ou que ce soit mauvais, il faut toujours qu'il y ait un rappel de ce qui s'est passé d'important au cours de l'exercice. J'allais presque dire de grave au cours de l'exercice.
Si vous avez eu par exemple un incendie, si vous avez eu une acquisition, une cession, vous n'allez pas pouvoir, le lecteur des comptes ne va pas pouvoir comprendre ce qui s'est passé sans que vous lui indiquiez clairement ce qui s'est passé ici. Ça, c'est très important de le regarder avec un regard critique parce que si on vous confie le pointage d'une entité et que vous pointez, vous voyez qu'il n'y a marqué aucun événement significatif et que vous ne vous posez pas de questions pour vérifier si c'est vrai et que vous pointez ça comme ça peut être impactant parce que le lecteur des états financiers ne va pas comprendre ce qui s'est passé. Pour vous donner un petit exemple d'une passe d'armes qu'on avait eu avec un client, c'était il y a quelques années. Il y avait une attaque informatique importante en France qui avait été réalisée par des hackers sur un logiciel de comptabilité qui était utilisé par beaucoup d'entreprises et de cabinets. Et moi, j'auditais une entité qui faisait partie d'un groupe qui était une filiale en fait détenue par un groupe international. Et pour ne pas faire peur au groupe, ils avaient décidé de ne pas mettre ça en événement significatif. Et on a dû un peu les forcer à le faire parce qu'on considérait que c'était important que les actionnaires soient sensibilisés. Vraiment, ce paragraphe, des fois, il y a des enjeux politiques qui se cachent derrière, mais il faut pas que nous, on rentre dans ça. Nous, que ce soit bien ou pas pour la direction qui fait les états financiers, on doit vraiment penser avant tout aux actionnaires. C'est un peu eux nos clients finaux, philosophiquement. Deuxième paragraphe, ce sont les principes, règles et méthodes comptables. En gros, voilà, on précise que les comptes ont été faits sur le respect du PCG. On parle ensuite de quelques principes fondamentaux qu'il y a en comptabilité, comme le principe de prudence que vous devez connaître, le principe de continuité d'exploitation, qui est un peu particulier, qui veut dire qu'en gros, l'entreprise va bien continuer son activité l'année prochaine. Ce principe-là, il peut être remis en cause si, par exemple, vous avez une entité qui fait face à des difficultés financières et qui fait que l'année prochaine, elle ne pourra pas continuer son activité. Il faut que ce soit mentionné clairement dans les annexes. Permanence des méthodes, c'est un peu plus particulier. C'est en gros, parfois en comptabilité, vous aurez le droit de choisir certaines méthodes plutôt que d'autres et on va vous demander de rester cohérent. Apple précise la durée d'amortissement pour certaines immobilisations et on voit que sur le mobilier, ils ont décidé d'amortir ça sur 5 ans. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se permettre pour le mobilier A de l'amortir sur 2 ans et pour le mobilier B de l'amortir sur 5 ans. S'ils décident de prendre une durée de 5 ans, cette durée-là doit être appliquée pour toutes les immobilisations de même catégorie. Et ça, ce principe de permanence, il s'applique pour différents types d'opérations, pas que les amortissements. Indépendance des exercices, ça concerne toutes les opérations de régularisation qu'on appelle aussi en anglais cut-off, comme par exemple le fait de devoir reconnaître les FNP, les CCA, calculer les amortissements, tout ce qui permet vraiment de distinguer N-1 de N. Là, on a quelques rappels des règles et méthodes comptables qu'ils ont appliquées pour les différents postes, pour les immobilisations avec les durées d'amortissement, pour tout ce qui est titres financiers, les créances, les opérations en devises, les provisions, les engagements de retraite, les dettes. Là, on tombe sur le sujet du bilan, sur les immobilisations d'abord. En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre comptablement, c'est que les variations, en fait, elles peuvent être... c'est un peu l'arbre qui peut cacher la forêt. Ça peut être un vrai sujet qui est caché. Imaginons que vous avez une simple variation de 1 euro. En fait, cette variation de 1 euro pourrait cacher une augmentation de 1 million d'euros et une diminution de 999 999 euros. Et vous verrez que 1 euro sur le bilan. C'est pour ça que dans les annexes, on précise toujours en fait des tableaux de variation à la fois pour les actifs immobilisés, donc autrement dit, la variation brute, donc les augmentations ici, ça va être les acquisitions, donc quand on achète, et puis les cessions, ça va être les diminutions. Les amortissements, c'est pareil. Cette fois-ci, les augmentations, ce seront les dotations, et les diminutions, ce seront les reprises. On a quelques informations sur les charges à payer. On voit que chez Apple, ils ont 16 millions de charges à payer, qui concernent principalement des provisions de participation et des factures non parvenues. On a la composition du capital social. Là, on voit que c'est 3,48 millions. Si on était en cabinet, on aurait dû
on aurait dû en fait recalculer, reperformer ce, ce montant en s'assurant bien que 200 000 fois 15,24 fasse vraiment les 3,48 millions qu'ils disent avoir en capital social. Et pour valider l'existence de ce capital, la réalité de ce capital, il faudrait utiliser du coup le procès verbal d'Assemblée Générale, donc le PV d'AG, et puis après checker ces infos. Quand on descend un peu plus bas, on a le tableau d'affectation du résultat, où en fait on voit que ils ont généré au 30 septembre 2023, donc n'oubliez pas qu'il y a toujours un décalage. En gros, là, le résultat que vous voyez, c'est le résultat de N-1. Et c'est ces résultats-là, en fait, qui va être affecté notamment en N. Parce que 124, 812, 312, quand on remonte dans le bilan, c'est ça. Donc, c'est le résultat de N-1, plus le report à nouveau qui restait aussi en N-1, que Apple décide d'affecter en 2024. Donc voilà. Le résultat donc, du 30 septembre 2023 n'a été affecté que le 28 mars 2024 parce que la plupart des entreprises ont 6 mois après la clôture pour réaliser leur affectation. Donc pour notamment tenir l'Assemblée Générale. Et en fait, on voit que quand on prend le résultat de N-1 plus le report à nouveau qu'ils avaient déjà en N-1, ils ont la possibilité, ils ont le droit d'affecter 236 millions. Et quand on lit un peu ce qu'ils décident de faire, on comprend qu'en N, ils décident toujours de distribuer non pas le bénéfice qu'ils ont réalisé en N-1, mais plutôt le report à nouveau qui restait en N-1. Et j'imagine que les 124 812 312 qu'ils ont réalisés en bénéfice sur cet exercice, ils vont simplement décider de l'affecter en dividende cette fois-ci l'année prochaine. Donc là, on a un tableau de variation des capitaux propres qui est aussi important puisqu'il distingue toutes les variations qu'on audite. Ça, c'est un truc qu'on audite aussi dans les travaux directement. Pour auditer ça, il faudra vraiment ouvrir le cycle capitaux propres qui a été audité puis valider les informations une à une. Quand on continue, on retombe sur les provisions, les dettes et on nous présente des notes sur le compte de résultat. Avec la ventilation, bien sûr, France, étranger. Ce qu'on appelle partie liée, c'est pas vraiment, enfin, c'est très proche des entités du groupe, donc des filiales ou de la mère, mais il y a une petite subtilité qui est pas très importante. On a par contre des informations sur le résultat financier, résultat exceptionnel, et là on voit qu'il nous précise aussi la ventilation de l'impôt sur les bénéfices. Comme je vous le disais un peu plus tôt, l'impôt sur les bénéfices, en fait, c'est de 25% pour la plupart des entités, et ça se confirme puisque quand on fait 180 millions fois 25%, on retombe à peu près sur les 46 millions qu'ils ont comptabilisés ici. Alors, là, on a une information sur l'identité de la société mère. On voit que c'est Apple Park à Cupertino. D'ailleurs, quand on cherche sur Internet, on voit que la société mère, c'est vraiment l'Apple Park qu'on connaît tous, hein, avec le fameux building aux US. Donc, c'est ça. C'est ici que les centaines de millions sont remontés. Alors là, il y a une information importante sur les salariés. On voit qu'ils ont 200 salariés en France, qui sont principalement cadres. On s'imagine qu'il faut un bac plus 5 minimum pour bosser chez eux en général et qu'il y a quelques employés, 35. Rémunération des dirigeants. On nous dit que les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération d'Apple France. On nous précise la retraite, les engagements retraite. Ça, c'est un peu particulier parce que la retraite, forcément, c'est des dépenses que vous allez devoir payer dans des dizaines d'années parfois. Et tout est basé sur des hypothèses. Là, en l'occurrence, pour calculer les engagements futurs qu'ils vont devoir payer, ils ont pris un taux d'actualisation, un taux de progression des salaires, un âge de départ à la retraite qui correspond à l'âge en France. Là, ce qui est important à valider, c'est surtout les 3,43%, qui est un taux d'actualisation qui doit être justifié par un actuaire. Donc souvent, les actuaires, en fait, sont des Big Four. Moi, je vous avoue que c'est principalement eux qui faisaient des hypothèses pour les clients. Mais vu qu'on doit être indépendant du client, par exemple, là, c'est EY qui audite Apple France. EY ne peut pas
accepter une mission d'actuaire pour Apple France parce qu'ils auditent déjà les comptes. Donc c'est pour ça que souvent ce sont des Big Four concurrents qui réalisent ces hypothèses et puis nous on doit obtenir leur rapport et puis justifier que c'est bien 3,43%. Là, on a une information par rapport au taux de rotation. C'est pas la répartition des effectifs, mais c'est un peu le taux de rotation, donc combien de temps restent les gens. Et on se rend compte que les gens qui ont entre 25 et 29 ans ont un taux de rotation de 22%. Ça veut dire qu'ils restent en moyenne environ 4 ans au sein de l'Apple France. À titre de comparaison, dans les Big Four en cabinet, le taux de rotation est de 33%. Ça veut dire que les gens restent en moyenne 3 ans au sein d'un cabinet d'audit. Et forcément, plus les gens sont âgés et moins ils partent, quoi. Ici, on a quelques informations sur les provisions. Donc d'abord, les provisions réglementées. On se souvient que ce sont les provisions qui sont imposées par la loi. Donc on avait parlé de la provision pour hausse de prix notamment, provision pour risques et charges et les dépréciations. On a un état des créances. Là, ce qui est important de valider, c'est la répartition entre plus ou moins de 1 an. Souvent, c'est moins de 1 an parce que des créances comme c'est en bas de l'actif, forcément, c'est des choses qui vont venir et partir assez rapidement. Mais peut y arriver qu'il y ait des créances qui soient à plus de 1 an parce que du coup, ça a été négocié comme tel. Et quand c'est comme ça, il faut que ce soit indiqué ici. Ça, c'est un peu chiant à valider parce qu'en fait, on sait très bien que quand on pointe les annexes que ça va être 95% du temps à moins de 1 an. Mais juste pour ne pas se tromper sur les 5% de restants, on n'a pas d'autre choix que d'ouvrir les états qu'on audite un à un. Et parfois, ça prend vraiment du temps de valider ces deux tableaux-là. C'est un peu un calvaire, état des créances et état des dettes, c'est pareil. Alors, donc après les états financiers, il faut toujours qu'il y ait le rapport d'audit. Donc, on va le décomposer ensemble. Dans le jargon, ce document-là, on l'appelle le RCA pour rapport directement sur les comptes annuels. Donc, RCA. Alors, je vous disais un peu plus tôt que vraiment la partie prenante qui nous intéresse le plus en audit, c'est les actionnaires, les associés. Et là, en l'occurrence, tous les RCA sont adressés directement en fait aux associés, aux actionnaires. Ici, dans l'opinion, ce qui est important, c'est la formulation. En fait, cette formulation, elle est similaire à tous les cabinets. Donc, nous certifions que les comptes annuels, donc autrement dit les états financiers, sont au regard des règles et principes comptables français, donc le PCG, réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice. Donc, quand on parle de résultat des opérations, on parle concrètement du compte de résultat. Et quand on parle de la situation financière et du patrimoine, on parle en fait du bilan. Donc là, on nous précise le référentiel d'audit. Donc on nous dit que c'est les normes d'exercice professionnel. Donc c'est ce qu'on appelle les NEP. C'est le référentiel d'audit en France. Pour faire un petit laïus sur ça, en fait, en France, en comptabilité, le référentiel français, c'est le PCG et le référentiel international, c'est les IFRS. En audit, le référentiel français, c'est les NEP et le référentiel international, c'est ce qu'on appelle les ISA. Donc là, quand on nous dit les normes d'exercice professionnel, c'est vraiment le référentiel en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Donc là, on nous rappelle les règles d'indépendance, qui sont suivies, les indépendances, etc. Ce qui est marrant, c'est que vraiment le rapport, là, le RCA, c'est en fait un petit document qui fait 4-5 pages, même pas. Et en fait, il est toujours formulé de la même façon, alors que c'est l'aboutissement vraiment de centaines d'heures de travail, quoi. Si on ouvre le RCA dans notre cabinet, on verrait vraiment quasiment 80% des phrases qui sont les mêmes, quoi. Que vous auditez une petite entreprise comme un mastodonte comme Apple, vous allez vraiment voir les mêmes phrases, les mêmes justifications, etc. Donc, justification des appréciations, c'est encore une fois du basique. Vérification spécifique, ça concerne principalement le rapport de gestion. On arrive sur un paragraphe qui est un peu plus important, qui parle des responsabilités. En gros, vous savez qu'en finance, il y a souvent des scandales avec des comptes qui ont été falsifiés par des entreprises. Et c'est très important que les cabinets précisent en fait quelles sont les responsabilités que lui il a et quelles sont les responsabilités que le client a.
Parce que si demain une entreprise s'estime lésée parce que un de ses clients, par exemple, ou un de ses fournisseurs a trafiqué ses comptes, elle peut se retourner certes contre la direction de l'entreprise qui a falsifié ses comptes, mais aussi, bien sûr, contre le commissaire aux comptes. Donc c'est pour ça que le commissaire aux comptes, lui, pour se défendre, il doit se dire, voici mon rôle, donc ça c'est la responsabilité qui est là du commissaire aux comptes, mais aussi, voici le rôle de la direction. Et ce qui est malin, c'est que ces chapitres-là, ces alinéas-là, ils sont vraiment là pour se baquer, pour se protéger. Et j'ai toujours trouvé ça marrant dans tous les cabinets où je suis passé que le chapitre sur la responsabilité de la direction était toujours avant le chapitre sur la responsabilité du commissaire aux comptes. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est que ça appartient à la direction d'établir des comptes qui sont fiables, d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation. C'est le fameux principe de continuité d'exploitation. Et ensuite, pour le commissaire aux comptes, il y a toute une flambée de détails qu'on précise. Genre, voilà, identifier et évaluer les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives. C'est-à-dire que toutes les anomalies qui ne sont pas significatives, en fait, on s'en fout quelque part. C'est pas notre rôle de les identifier. Que celles-ci proviennent de fraude ou d'erreurs. Donc en vrai, 95% des anomalies qu'on retrouve en audit sont des erreurs, pas des fraudes. Il prend connaissance du contrôle interne. Donc ça, c'est quand on réalise notamment en intérim. Mais même quand on réalise pas d'intérim, on est censé un peu comprendre en fait quels sont les contrôles qui sont en place. Bref, il y a vraiment toute une flambée d'informations qui sont précisées pour vraiment délimiter le rôle du commissaire aux comptes. Et puis après tout ça, il y a la signature. Alors, c'était costaud. J'espère que vous avez maintenant une vision beaucoup plus claire des états financiers. Il y a un petit principe sur les états financiers que j'aimerais que vous reteniez. Je pense que vous avez vu quand on a parlé des différents mécanismes comptables à quel point c'était important de bien distinguer débit et crédit. Et en fait, il y a une petite astuce quand on comprend les états financiers qui permet de savoir tout de suite si on doit comptabiliser une écriture soit au débit, soit au crédit. Et cette astuce, elle fonctionne encore mieux que la fameuse astuce j'ai pu grâce à. Je vous en parle dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite. Salut!